Paris, les grands boulevards. Toutes les grandes marques de mode proposent des jeans délavés, difficiles d'y échapper. Aspect râpé, vieillis artificiellement, troués, les jeans sont de plus en plus travaillés. Dans ce grand magasin, un étage entier leur est dédié. C'est Pascal Camard qui a sélectionné ces modèles parmi des centaines de marques. Alors là, vous avez le gris aussi, très fort. Ça a été une très bonne vente cet hiver. Et plus le délavage est sophistiqué, plus le jean coûte cher, jusqu'à 300 €. Les marques rivalisent chacune avec leur technique. La force du jean, c'est toute cette palette de délavage. Un jean brut, une fois que vous l'avez acheté, il est brut, il est brut. Alors que les délavages, comme vous pouvez le constater, ils sont tous totalement différents. Tous les uns les autres. Alors une fois, c'est une usure au niveau des poches. Vous voyez, ça a été brûlé. Après, ça a été stonewashé avec des marbrures. Mais comment ces jeans ont-ils été délavés? Est-ce que vous êtes déjà allé dans une usine de fabrication? Vous les avez déjà vus faire? Je les ai vus faire un jean. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, non. Je crois que c'est pas beau à voir. C'est très... C'est pas facile. C'est un travail qui est très difficile. Pourquoi c'est pas beau à voir? Non, c'est pas que c'est pas beau, c'est que c'est un travail qui est très physique. Un travail très physique. Nous n'en saurons pas plus. Nos questions provoquent un léger malaise. L'attaché de presse du magasin, au fond du rayon, nous prend à part. Elle s'étonne de nos questions et nous demande d'arrêter. Les conditions de fabrication, le sujet est encore tabou pour les grandes marques comme pour les grands magasins. On ne communique que sur l'aspect mode du jean. Pourtant, certains procédés pour traiter la toile sont extrêmement dangereux pour l'homme. Une maladie grave frappe des milliers d'ouvriers aux portes de l'Europe, à 3 heures d'avion de Paris. Istanbul, 15 millions d'habitants, c'est le poumon économique de la Turquie. Sur Istiklal, la grande avenue commerçante, le jean se vend aussi sous toutes les formes. Les grandes marques de mode internationales sous-traitent une partie de leur production de jeans en Turquie. Jusqu'au printemps dernier, pour blanchir les jeans, de nombreux ateliers turcs utilisaient la technique du sablage. Du sable projeté à haute pression dans ces petites cabines sans aération. Les ouvriers travaillaient sans protection et respiraient les poussières hautement toxiques. Cette pratique est totalement interdite dans l'Union européenne. 5000 ouvriers turcs seraient atteints par la silicose, une des plus anciennes maladies professionnelles. 44 ouvriers sont morts. La plupart avaient moins de 30 ans. La Turquie vient d'interdire cette technique. Les multinationales de la mode étaient-elles au courant de ces effets dévastateurs? Tous les ateliers illégaux ont-ils été fermés? Dans quelles conditions sont produits aujourd'hui les jeans des grandes marques en Turquie? Mehmet a 38 ans. Il a commencé à travailler dans les ateliers textiles à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, tout effort physique lui est formellement interdit. Même porter les sacs des courses devient difficile. Attends papa, je vais prendre ton sac. Vous êtes fatigué? Oui. C'est difficile de monter la côte? Ah oui. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête? Non, ça va aller. On continue. C'est un matin, il y a 2 ans, alors qu'il rentre d'une nuit de travail dans son atelier de jeans, que la vie de Mehmet a basculé. Lorsqu'il est rentré ce matin-là, on l'a tous supplié d'arrêter. Il essuyait ses oreilles. Il y avait plein de sable tout blanc qui en sortait. Combien de fois je lui ai dit d'arrêter? Et lui me répondait, « Tu veux que je travaille où? Il n'y a pas de boulot. » Devant l'insistance de sa famille, Mehmet démissionne quelques jours après. Trop tard, il a contracté la silicose, une terrible maladie respiratoire. Apporte-moi mon masque.
Mehmet sait que sa vie est en sursis. La silicose est une maladie incurable. Pour calmer le sentiment d'étouffement que produit l'avancée du sable dans les poumons, il n'y a pas vraiment de remède. Au siècle dernier, cette maladie respiratoire a décimé des centaines de milliers de mineurs. Elle avait quasiment disparu d'Europe. Elle réapparaît aujourd'hui en Turquie sous une forme foudroyante, avec une issue fatale plus rapide. Pour Mehmet, chaque jour qui passe est un jour de gagné. La machine envoie juste de la vapeur. Ça m'aide à respirer, mais ça ne soigne pas. Ça ne change rien à la maladie. Avant-hier, il a fait un malaise. On a vraiment eu peur que ça recommence comme l'hiver dernier. Mehmet blanchissait jusqu'à 500 jeans par jour, 12 heures durant, pour 300 € par mois. Il nous emmène à Gazi Osman Pacha, un des quartiers phares du jean. À Istanbul, la moitié de la population vit de l'activité textile. Ici, des milliers d'ouvriers fabriquent, assemblent, délavent. Vous voyez ce bâtiment-là? Il y avait plusieurs ateliers de sablage dedans. 4, 5 peut-être. Dans le bâtiment d'à côté, c'était pareil. Au total, dans ce quartier, il y avait bien une cinquantaine d'entreprises qui pratiquaient le sablage des jeans. Mais Mehmet est un peu tendu. Moi, je ne vais pas plus loin. Les patrons de ces ateliers me connaissent. Ils n'aiment pas trop que je vienne par ici. Ça pourrait dégénérer. Nous poursuivons sans lui. Nous tentons d'entrer dans l'atelier où travaillait le jeune ouvrier qui est mort à 23 ans. Bonjour, nous enquêtons sur le jean. On peut voir votre atelier? Vous faites quoi? Des jeans, tout ce qu'il y a de plus normaux. Vous pouvez nous montrer? Non, je ne peux pas. Vous cherchez quoi? Il n'y a rien d'illégal ici. Allez demander ailleurs. J'ai vécu 15 ans en Autriche. Je connais bien vos méthodes. Il y a des ateliers plus beaux que celui-ci à filmer. Allez voir ailleurs. Les cabines de sablage ont disparu. L'atelier a été transformé en unité de confection. Alors que nous quittons la petite usine, nous tombons sur le patron, devant sa berline de luxe. Vous êtes le patron de cet atelier? Oui. On nous a dit que dans le quartier, il y avait de nombreux ateliers. Oui. Nous, on voulait filmer, mais votre chef d'atelier a refusé. Ouais. Pourquoi on ne peut pas filmer? Pourquoi? Parce que les conditions ici sont pas terribles, vous savez. Mais je ne connais aucun homme d'affaires, aucun patron en Turquie qui ne souhaiterait pas le meilleur pour ses ouvriers. La majorité d'entre nous, 90%, voudraient avoir des locaux aussi propres que possible. On considère les ouvriers comme nos frères. Mais nous n'en saurons pas plus sur les conditions de travail dans ces ateliers. Les patrons turcs assurent vouloir le bien de leurs employés. Pourtant, certains n'ont pas hésité à les obliger à projeter du sable toxique pendant des années. Nous contactons plusieurs entreprises turques spécialisées dans le jean. Toutes refusent de parler de la technique du sablage. Un grand groupe accepte finalement. Collins fabrique des jeans pour le marché turc, mais travaille surtout pour les grandes marques étrangères comme Zara et H&M. Visite guidée avec le directeur du marketing. Nous allons dans l'unité de production maintenant. L'usine fonctionne 24 heures sur 24 pour satisfaire en continu les commandes qui arrivent de l'étranger. 1200 employés travaillent ici et produisent 17 000 jeans par jour. 8 heures de travail maximum, comme en Europe. Salaire 600 €, le double du SMIC turc. Et voici les opérations de ponçage. Depuis l'interdiction de la technique du sablage, vieillir et blanchir les jeans est devenu beaucoup plus compliqué. Les ouvriers doivent d'abord les poncer à la main avec du papier de verre pendant plusieurs minutes. Ils portent bien des masques et des gants de protection. Ça, c'est du papier de verre. Si vous l'utilisez longtemps, ça pourrait abîmer la peau des mains.
C'est pourquoi nous demandons que tous les ouvriers portent des gants. Ils sont mieux protégés comme ça. Ensuite, il y a une seconde étape. Voici notre unité chimique. Ça, c'est le permanganate. On l'utilise après avoir poncé avec le papier de verre. Nous le projetons sur les jeans pour donner un aspect brillant aux zones qui ont été poncées. Le permanganate, c'est un produit hautement toxique, mais là encore, les ouvriers semblent bien protégés. Lorsqu'on projette le permanganate, d'abord le jean devient rose. Puis quand on le laisse sécher à l'air libre, le jean, il devient jaune. Regardez, 5 minutes avant, 5 minutes après. Alors qu'avec le sablage, l'opération durait quelques secondes, il faut plusieurs minutes désormais pour obtenir cet effet. Et ça coûte en moyenne 3 € de plus par jean. Pour un effet encore plus sophistiqué, il y a aussi ce laser qui dessine des déchirures. Mais ça, c'est 4 € de plus et seules les grandes marques l'utilisent. La technique du sablage, le directeur reconnaît l'avoir utilisée longtemps, mais il dément avoir mis en danger la vie de ses ouvriers. Le sable qu'on utilisait était différent. Il était importé et il avait un taux de silicate très bas. Nous l'avons testé pour être sûr qu'il n'était pas dangereux pour la santé. Nous l'avons utilisé, mais maintenant que c'est interdit, nous avons arrêté. Ici, en sortie d'usine, le jean coûte en moyenne 10 €. Mais les unités de production aux normes européennes sont encore rares en Turquie. La force du marché turc, ce sont ces milliers de petits ateliers qui continuent à casser les prix pour attirer les multinationales. Nous poursuivons notre enquête à Istanbul en caméra cachée. Nous nous faisons passer pour des acheteurs français. Nous voulons nous lancer dans le jean délavé. Bonjour, nous prospectons. Nous voudrions faire délaver des jeans. On peut entrer ? Bien sûr. Le patron ne fait plus de sablage. Mais le contraste avec les conditions de travail dans l'usine qui respecte les normes de sécurité est saisissant. Le hangar n'a pas de fenêtre, pas d'aération. Les ouvriers que nous voyons ne portent aucun masque, aucun gant. Et les cadences sont infernales. On travaille jour et nuit ici. On fait 400, 500 jeans chacun par jour. Avec toute l'équipe, ça fait entre 3 et 4 000 jeans. Ça fait beaucoup. Oui, même la nuit. Quand je me couche, quand je ferme les yeux, je vois des jeans partout. Impossible de connaître leur salaire, ni les marques pour lesquelles ils travaillent. Le patron nous confie que la technique du sablage avait beaucoup d'avantages. C'était rentable pour vous, le sablage ? Ce n'est pas que c'était plus rentable, c'est que c'était plus simple à faire. Ça ne coûtait pas beaucoup plus cher, mais c'était beaucoup plus rapide. Nous passons dans le bureau pour parler tarifs. Nous prétextons avoir 5000 jeans à délaver. Une estimation ? Alors vous nous les feriez à combien ces jeans ? Si le voisin vous le délave pour 1,25 €, moi je vais vous le faire à 50 centimes. Tout se négocie. Et vous gagnez encore de l'argent à ce tarif ? Non, c'était une façon de dire qu'on est prêt à discuter. Ce que je vous propose, apportez-moi des jeans, je vous les délave, et vous me dites si ça vous plaît. 50 centimes d'euros pour l'opération de ponçage ici, contre 2,50 € dans l'usine qui respecte les normes de sécurité, soit 5 fois moins cher. Officiellement, 600 ouvriers du jean ont contracté la silicose, mais il pourrait être beaucoup plus. Jusqu'à 15 000 personnes travaillaient dans l'activité de sablage. Ils ne viennent à l'hôpital qu'en dernier recours, quand ils ne peuvent plus respirer. C'est la perte de poids qui a alerté Savassir. Sans raison, il a perdu 25 kilos en 6 mois. Il a sablé des jeans pendant 5 ans. Aujourd'hui, il ne peut plus travailler. Il vient passer un test respiratoire
Il n'a que 25 ans. Respirez. Bloquez. C'est bien, merci. J'ai eu beaucoup de mal à respirer. Ça m'a beaucoup fatigué. C'est le professeur Yildiz qui suit Savassir. Spécialiste des maladies respiratoires, il a parmi ses patients 75 ouvriers du textile atteints par la silicose. J'ai une douleur au poumon côté droit, c'est comme un blocage. D'accord. Partout? C'est seulement à cet endroit, j'ai l'impression d'avoir un couteau planté dans le dos. Ça me bloque. Regardez, ça c'est un poumon normal. On voit clairement qu'il n'y a pas de nodule de silicose. Et ça c'est le poumon de Savassir. Ce que vous voyez en blanc, ce sont les infections. Tout ce qui est blanc, c'est ce qui est malade, ce sont les nodules de silicose. Ici c'est un peu plus touché. Tout ce que je vous montre là est infecté. Ça. Son poumon gauche est un peu plus infecté, comme vous pouvez le voir. Les nodules vont grossir, prendre de plus en plus de place avant d'arriver à un stade critique, malheureusement. Petit rappel, Savassir a 25 ans. Plus les malades exposés sont jeunes, plus la maladie progresse vite. Le problème avec la silicose, c'est qu'il n'y a pas de traitement, ni en Turquie, ni ailleurs. La transplantation de poumons est encore rare. L'opération coûte 110 000 € et n'est pas efficace à 100%. J'ai juste le moral à zéro. Déjà, c'est dur d'être malade. Mais en plus, le médecin me dit qu'il ne peut pas me soigner. Comment garder espoir dans cette situation? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Savassir a été obligé de travailler dans les ateliers de délavage de jeans dès l'âge de 15 ans, car il vient d'une des régions les plus pauvres de Turquie. Direction le Kurdistan, à l'est du pays, à la frontière avec l'Irak. C'est d'ici que viennent la majorité des ouvriers. Ceux qui sont malades ne peuvent plus travailler à Istanbul, alors ils sont revenus dans leur village. Savassir est accueilli par son père. Il veut convaincre ses camarades malades de porter plainte, comme lui, contre le patron de leur atelier. Ils sont 4 ici à avoir contracté la maladie dans le même atelier que Savassir. Je ne savais même pas que cette maladie était aussi grave. Je ne connaissais même pas le mot silicose. Mais bon, je me suis dit que travailler dans la poussière de sable, c'était mieux que de faire les poubelles. On est en colère, on est déçus. Nos patrons ne pensaient qu'à faire de l'argent. Le père de Savassir s'en veut d'avoir envoyé son fils travailler dans un atelier de jeans à Istanbul. Là, c'est devant l'atelier de sablage où je travaillais. J'avais 17-18 ans. Un jour, mon fils est revenu à la maison. Ce n'était plus le même physiquement. C'est moi qui lui ai dit quitte ce travail. Moi je ne savais pas qu'il travaillait dans le sablage. Regardez comme il était avant. Je suis vraiment triste de voir dans quel état il est. Et le pire, c'est que je ne peux rien faire pour lui. Je suis impuissant. Tous ces ouvriers kurdes ont sablé des jeans pour de grandes marques étrangères qui sous-traitent leur production en Turquie. Vous savez, ce type de jean délavé, ce n'était pas pour la Turquie, ce n'était pas la mode ici, c'était trop cher pour nous de toute façon. Tout partait à l'étranger.
Vous vous rappelez pour quelle marque étrangère vous avez travaillé? Oui, c'était Levi's. Vous connaissez Levi's? On sablait les jeans pour eux. Il y avait aussi une autre marque, une autre étiquette étrangère dont je me rappelle. Winston. On sablait aussi pour cette marque. Je me rappelle bien. Oui, Levi's. Je me rappelle très bien avoir travaillé pour cette marque, Levi's. À Paris, nous contactons la société américaine Lévi-Strauss. Après plusieurs tentatives, ils refusent l'interview et nous envoient ce mail. Nous reconnaissons être au courant de la gravité du problème du sablage en Turquie. Lévi-Strauss et compagnie annoncent qu'elle n'utilise plus cette technique depuis son interdiction par le gouvernement turc. Levi's affirme que les ateliers qui sablaient ces jeans respectaient scrupuleusement les règles de sécurité et affirme que leur sable n'était pas toxique. Mais la multinationale a refusé de nous expliquer comment elle contrôle les ateliers et à quelle fréquence. En Turquie, le scandale a pris une telle ampleur que le gouvernement, jusque-là muet, est forcé de réagir. Le pays qui cherche à entrer dans l'Union européenne ne peut plus fermer les yeux. La police filme elle-même ses descentes. Les téléspectateurs turcs découvrent alors des ouvriers très jeunes. Certains sont mineurs. L'utilisation du sable pour délaver les jeans est officiellement interdite au printemps 2009, mais les patrons ne sont pas inquiétés et continuent leur activité. Les ouvriers nous affirment que le sable avec lequel ils travaillaient les jeans était toxique. Nous retrouvons Mehmet, l'un des malades de la silicose. Lui aussi a sablé pour des marques étrangères, dont Levi's. Il nous emmène dans une lointaine banlieue industrielle. En chemin, il nous demande de nous arrêter. Regardez, c'est la décharge de mon ancien atelier. On va sûrement retrouver les déchets du sable que j'ai utilisé. C'est comme du chewing-gum. Dès que ça s'accroche à vos poumons, vous êtes foutus. Ce sable, ils allaient le chercher sur les plages. Ils le prenaient dans la mer. Après, ils le passaient au four. Ils le faisaient sécher. Puis, ils nous le ramenaient. On le réchauffait un peu, on l'utilisait comme ça. Quand on a commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'on mangeait trop de poussière, on en a parlé à notre patron. Et vous savez ce qu'il nous a répondu? Mangez du yaourt, ça va aller mieux. Le yaourt va tuer les toxines. Pour faire quelques centimes de profit, les patrons étaient prêts à toutes les combines. Résultat, nous sommes tous tombés malades. Direction le dernier atelier où Mehmet a travaillé. C'est dans ce hangar sans aucune fenêtre qu'il a sablé des jeans, 5 ans durant, avant de contracter la silicose. L'atelier a fermé. Il abrite désormais une usine de plastique. L'entreprise qui l'employait a continué son activité tout près, au bout de la rue, à quelques mètres de là. Elle a même prospéré et occupe des locaux modernes. Vous n'avez pas le droit de filmer ici, c'est privé. Qu'est-ce que vous cherchez? On enquête sur la fabrication du jean. Dans tout Istanbul, vous n'avez pas trouvé un autre endroit pour parler de textile. Qui vous a donné notre adresse? On nous a dit que votre entreprise était une grosse société dans le marché du jean. Comment vous nous avez trouvé? Pourquoi vous posez toutes ces questions? Nous demandons à rencontrer le directeur à plusieurs reprises, sans succès. Il refuse de communiquer sur les anciens ateliers de sablage qui auraient contaminé les ouvriers. Sur son site internet, la société met en avant ses installations ultramodernes. On est loin de l'atelier sans fenêtre et sans aération où Mehmet a perdu la santé. Les malades de la silicose sont les victimes du profit à tout prix. Pour faire quelques centimes de marge, leurs patrons n'ont pas respecté les normes de sécurité. Les ouvriers sableurs ont monté un comité des victimes. Ils cherchent à se faire entendre par tous les moyens. Ils parcourent le pays pour rassembler les malades isolés et les convaincre de les rejoindre. Savassir est un des premiers malades à avoir adhéré au comité. Ouvriers, médecins, avocats, ce jour-là, ils sont réunis pour alerter l'opinion publique, car le temps presse. Ici, à Diyarbakir, nous sommes 80 malades.
Un de nos collègues est mort il y a 2 mois. Combien en faut-il encore pour qu'on s'occupe de nous? Les multinationales ont sous-traité ici à des petits ateliers. Et ils ont fait fabriquer des millions de jeans. Malheureusement, avec les lois actuelles, on ne peut pas les attaquer. On peut seulement attaquer les petits ateliers qu'elles ont fait travailler. Alors nous attaquons les patrons, les maires, les ministres, pour avoir tué, pour avoir fermé les yeux sur les meurtres, pour en avoir été complices. Nous allons continuer à nous battre. On ne va pas lâcher l'affaire. On ira jusqu'au bout. 240 ouvriers comme Savassir portent plainte contre leur patron. Ils ont encore beaucoup de chemin à faire avant d'obtenir les indemnités qu'ils réclament à la justice. Il est peu probable que les multinationales du jean soient inquiétées. La majorité des ouvriers turcs travaillaient sans être déclarés. Ils n'ont que leur parole pour tenter d'attaquer les véritables donneurs d'ordre.